Épisode 1. La Révolution est-elle vraiment née en 1789? Partie 4. Le début d'une longue enquête. Nous sommes habitués à penser que l'histoire avance par rupture. Une guerre éclate, un roi meurt, une révolution commence, comme si chaque événement surgissait brusquement, sans véritable passé. Pourtant, plus les historiens étudient les grandes transformations des civilisations, plus une évidence s'impose. Les changements les plus profonds sont presque toujours invisibles au moment où ils commencent. Ils s'installent lentement. Ils passent souvent inaperçus. Ils modifient progressivement la manière dont une société pense, enseigne, juge et imagine son avenir. Ce n'est qu'après plusieurs générations que leurs conséquences deviennent visibles. C'est précisément ce regard que Monseigneur Gaume propose d'adopter. Il ne demande pas au lecteur de commencer son enquête en 1789. Il lui demande de remonter le cours du temps, toujours plus loin. Comme un archéologue qui, au lieu d'observer uniquement les ruines d'un monument, décide de creuser jusqu'à ses fondations. Car, selon lui, une révolution ne naît jamais au moment où les foules descendent dans la rue. Elle naît bien avant, dans les écoles, dans les livres, dans les idées, dans les modèles proposés à une génération entière. Cette conviction explique toute la structure de son ouvrage. Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, La Révolution française n'est pas d'abord un livre sur les journées révolutionnaires. Ce n'est pas un récit de la prise de la Bastille, ce n'est pas une biographie de Robespierre, ce n'est pas une chronique de la terreur. Ces événements sont bien présents, mais ils occupent une place secondaire. Ce qui intéresse réellement Monseigneur Gaume, c'est la question des origines. Pourquoi les révolutionnaires pensaient-ils comme ils pensaient? Pourquoi leurs contemporains ont-ils accueilli certaines idées avec enthousiasme? Pourquoi une partie des élites françaises semblait-elle déjà préparée à remettre en cause des institutions vieilles de plusieurs siècles? Pour répondre à ces questions, il estime qu'il faut remonter jusqu'au moment où l'Europe aurait commencé à changer de référence culturelle. Et c'est ici que son enquête prend une direction inattendue. Car le premier responsable qu'il désigne n'est ni un roi, ni un philosophe, ni un chef révolutionnaire. Il accuse l'éducation, ou plus exactement le contenu de cette éducation. Selon lui, pendant plusieurs siècles, les élites européennes ont été formées dans une admiration croissante pour les auteurs de l'Antiquité grecque et romaine. Les collèges enseignaient Cicéron, les élèves traduisaient Virgile, ils lisaient Salluste, ils découvraient Plutarque, ils admiraient Brutus, Caton, Lycurgue ou encore les institutions de Sparte et de Rome. Pour la plupart des pédagogues de l'époque, cette formation représentait l'idéal d'une culture humaniste. Mais Monseigneur Gaume y voit un phénomène beaucoup plus profond. Selon lui, en admirant les héros de l'Antiquité, les futures élites européennes auraient progressivement adopté une manière de penser différente de celle qui avait façonné la civilisation chrétienne du Moyen Âge. Autrement dit, bien avant les révolutions politiques, il y aurait eu une révolution culturelle. Cette idée est aujourd'hui discutée par les historiens. La Renaissance est généralement présentée comme une période de renouveau artistique, scientifique et intellectuel, sans être considérée comme l'origine directe de la Révolution française. Mais c'est précisément ce qui rend le livre de Monseigneur Gaume si intéressant. Il ne cherche pas seulement à raconter les événements, il propose une interprétation globale de plusieurs siècles d'histoire européenne. Qu'on partage ou non ses conclusions, son raisonnement oblige à poser des questions essentielles. Comment les idées circulent-elles d'une génération à l'autre? Quel rôle joue l'éducation dans la transformation d'une société? Les livres étudiés à l'école influencent-ils durablement la manière de penser d'un peuple? Les références culturelles d'une civilisation peuvent-elles orienter son avenir politique? Ces questions demeurent d'une étonnante actualité. Aujourd'hui encore, les débats sur les programmes scolaires, les valeurs transmises par l'éducation ou l'influence de la culture montrent que ces interrogations n'ont rien perdu de leur importance. C'est pourquoi il serait réducteur de lire Monseigneur Gaume uniquement comme un auteur du XIXe siècle. Son ouvrage est aussi une réflexion sur le pouvoir des idées. Et c'est précisément cette réflexion que nous allons poursuivre. Car dans le prochain épisode, nous quitterons définitivement la France de 1789.
nous remonterons 3 siècles en arrière, direction l'Italie, direction Florence, direction les palais des Médicis, direction les ateliers de Léonard de Vinci, de Michel-Ange et de Raphaël. Une époque que beaucoup considèrent comme l'une des plus brillantes de l'histoire occidentale, la Renaissance. Pourquoi Monseigneur Gaume voit-il dans cette période le véritable point de départ de la Révolution? Pourquoi considère-t-il que le retour des auteurs antiques a profondément modifié la civilisation européenne? Et surtout, comment un mouvement artistique célébré pour ses chefs-d'œuvre pourrait-il être, selon lui, à l'origine des bouleversements politiques qui conduiront plusieurs siècles plus tard à 1789? C'est cette thèse, aussi fascinante que controversée, que nous examinerons dans le prochain épisode, car notre enquête ne fait que commencer. Bienvenue aux origines de la Révolution.